Hugo, je te laisse la parole. Tu sais que le thème, c'est comment combattre le fascisme, l'extrême droite, vaste programme, c'est à toi, tu te débrouilles. Ok, merci beaucoup et merci de l'invitation. Non, c'est Moscou. Peut-être d'abord, je vais évoquer quelques éléments, en l'occurrence, 4 éléments de contexte pour introduire la discussion et surtout insister sur l'importance d'avoir ce type de discussion, sur le fait que c'est crucial qu'on ait ce type de discussion actuellement. Je pense que vous en êtes sans doute convaincus, mais je vais enfoncer en quelque sorte un peu le clou et à travers ça en fait dire un certain nombre de choses qui me semblent utiles pour la suite de la discussion. Alors le premier élément de contextualisation sans lequel je ne voudrais même pas ouvrir cette discussion, c'est la guerre. En l'occurrence, la guerre de type génocidaire qui est menée par le gouvernement d'extrême droite, le gouvernement fasciste israélien, contre les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza. Une guerre qui, contrairement à ce que racontent les médias dominants, n'a nullement pour objectif d'éradiquer les forces militaires du Hamas, mais d'avancer vers la construction, enfin de se débarrasser des Palestiniens et Palestiniennes de la bande de Gaza pour avancer vers la construction d'un État ethniquement pur de la mer au Jourdain. Mais la guerre, c'est aussi la guerre d'invasion que mène depuis 2 ans contre l'Ukraine la clique d'extrême droite de Vladimir Poutine au pouvoir en Russie depuis une vingtaine d'années. Et tout ça nous rappelle combien l'extrême droite porte la guerre comme disait Jaurès à propos du capitalisme, et on pourrait dire à propos de l'extrême droite, porte la guerre comme la nuée porte l'orage, précisément parce que ses fondements idéologiques, le nationalisme, même l'ultranationalisme, le racisme, le militarisme, prêtent évidemment à la guerre, soit à la guerre contre un prétendu ennemi de l'intérieur, soit la guerre contre des peuples voisins dont on estime qu'ils seraient menaçants, dont on estime qu'ils devraient se soumettre, voire disparaître. Alors le second élément que je voudrais faire remarquer, ce sont les élections qui viennent d'avoir lieu au Portugal, justement. Alors j'ai fait ce livre effectivement sur l'introduction sur la Révolution portugaise aussi par sentimentalité en quelque sorte d'origine portugaise. Mais donc je suis pas mal la situation portugaise, mais vous avez peut-être entendu parler des élections qui ont eu lieu il y a quelques jours, une semaine, et qui ont, à mon avis, une certaine importance, à la fois pour ce que ça représente pour le Portugal. Enfin, le symbole est assez terrible d'une certaine manière. On va fêter cette année les 50 ans d'une révolution qui a mis fin à la plus vieille dictature fasciste du monde, qui avait duré 48 ans, la dictature de Salazar. Et l'extrême droite, pour la première fois dans l'histoire portugaise depuis la révolution de 1974, a envoyé 50 députés. Alors, au début c'était 48, mais maintenant c'est 50 avec les Portugais de l'étranger. 50 députés, donc l'extrême droite aura 50 députés pour la première fois dans ce pays. Mais c'est aussi important pour ce que ça représente pour l'Europe dans son ensemble, puisque le Portugal, jusqu'à une période très récente, était en fait le seul pays en Europe qui ne disposait pas en quelque sorte de son extrême droite ou d'une extrême droite électoralement puissante. Il y avait des groupuscules violents qui ont tué des gens au cours des dernières décennies, des groupuscules néo-nazis, comme il y en a un peu partout, et qui partout tuent des militants, tuent des jeunes, tuent des étrangers, etc. De la Grèce à l'Allemagne, en passant par la France jusqu'au Portugal, effectivement. Mais il n'y avait pas de grand parti électoralement d'extrême droite électoralement puissant au Portugal. Donc ça, c'est fini. Et ce que nous rappelle le Portugal, et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu après, puisque c'est le PS qui gouvernait au Portugal depuis 8 ans, c'est que quand la gauche est incapable d'améliorer la situation de la grande majorité de la population, et bien dans un contexte de crise du capitalisme, c'est presque toujours l'extrême droite qui en profite. Il faut ajouter un élément politique et un élément idéologique. L'élément politique, c'est principalement, je pense que c'est important là encore, ensuite en positif pour dire ce qu'il nous faut, c'est que l'élément politique, c'est principalement la trahison par la gauche, ou en tout cas par certaines gauches, des espoirs qui avaient pu être placés en elle. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas rappeler que les 2 grands moments d'ascension de l'extrême droite en France, c'est 2 moments où le Parti Socialiste est au pouvoir, enfin où la gauche est au pouvoir sous domination du Parti Socialiste et sous domination de son orientation. Début des années 80, de 81 à 86, sous Mitterrand, et c'est le FN passe de à peu près 0,5%, même pas, ils n'avaient pas réussi à se présenter en 80 en fait, présidentielle. Ils passent de 0 en gros à peu près 15%. Ils vont rester d'ailleurs autour de 15% pendant assez longtemps. En 2002, il arrive au second tour, Jean-Marie Le Pen, mais en fait, il ne fait pas beaucoup plus que ce qu'il faisait déjà en 86 et 88. Bon. Il progresse donc énormément à ce moment-là.
et ils vont progresser, ils vont casser en quelque sorte le plafond de verre qui les avait maintenus autour de 15, 16, 17% dans les années 2010 sous notre ami François Hollande. Je ne suis pas sûr qu'il soit l'ami de grand monde ici, mais il est sans doute l'ami de quelqu'un. Peut-être à la fois pour, je dirais, deux mécanismes, c'est que à la fois la gauche au pouvoir, même cette gauche, pas simplement molle, mais la gauche qui fait une politique de droite, enfin sous Hollande c'était une politique de droite, enfin, ça a été dit d'ailleurs par les camarades du centre du lycée, enfin, il n'y a rien qui différenciait Hollande du point de vue des politiques économiques et sociales de Sarkozy, et même d'une certaine manière c'était pire. Pourquoi c'était pire d'ailleurs? Parce qu'il y avait moins de réactions syndicales en réalité. Il y en a eu sur la fin, 2016 à la loi travail. Mais c'est même pas sûr certain que la droite aurait essayé de faire une loi aussi pourrie en se disant qu'il y aurait eu un front syndical absolument uni, etc. Ce qui n'a pas été le cas, je crois, pour la loi travail. Je ne crois pas, par exemple, que la CFDT était dans la rue. Donc d'un côté, malgré le fait que cette gauche pratique une politique de droite, en réalité, ce qui se passe quand la gauche est au pouvoir, que ce soit en 80, dans les années 80 ou dans les années 2010, c'est que ça radicalise un pan de la base de la droite, qui se dit, enfin, qui se déplace en quelque sorte vers l'extrême droite. Et donc ça donne, si vous voulez, par exemple, la candidature Fillon très à droite en 2017, mais en réalité ça donne aussi une partie des raisons des électeurs de Zemmour en 2022, qui est en gros la partie la plus hystérisée, de l'électorat filloniste. C'est des fillonistes hystérisés, ou des sarkozystes hystérisés, passés par la manif pour tous, etc., donc souvent, etc. Donc les franges en quelque sorte les plus droitières de l'électorat de droite, de la base de la droite, eh bien, passe à l'extrême droite. Par ailleurs, pourquoi Pécresse a fait un si mauvais score à l'insélection? C'est qu'une partie de la base traditionnelle des Républicains et de la droite est passée directement à Marine Le Pen, dans une logique par ailleurs de vote utile, hein, mais aussi dans une logique d'adhésion idéologique. Parce que quand toutes les enquêtes le montrent depuis 10 ans, il y a un rapprochement, une convergence idéologique très claire des électorats de la droite et de l'extrême droite sur les questions, on va dire, qui sont les fondements de l'extrême droite, autour de la sécurité, autour de l'immigration, autour de l'islam, autour de l'identité nationale, etc. Qui sont leurs fondamentaux. Donc ça, c'est le premier mécanisme en quelque sorte. Pourquoi quand la gauche arrive au pouvoir, eh bien, l'extrême droite progresse? Parce qu'en quelque sorte, par réaction, il y a une partie de la base de la droite qui se déplace à l'extrême droite. C'est quelque chose qui s'est vu plusieurs fois et qui s'est constaté dans d'autres pays. L'autre mécanisme, c'est le fait que les trahisons de cette gauche-là, en tout cas, ont démobilisé une grande partie de la base sociale et électorale de la gauche, la conduisant soit, enfin souvent les deux, mais soit à la passivité sur le terrain des mobilisations sociales, notamment dans les secteurs qui étaient les plus liés au PS en réalité, hein, autour de justement des syndicats qui étaient en lien avec le PS ou d'associations antiracistes, etc. Soit en les conduisant à l'abstention sur le terrain électoral. Et on a vu, une partie de l'électorat de la gauche du début des années 80, d'une certaine manière, enfin sociologiquement, il s'est peu, en tout cas notamment de la gauche radicale, du PC, etc., c'est quasiment pas en réalité, contrairement à un mythe entretenu par les médias, ne s'est pas tourné vers l'extrême droite. Quand on regarde en 86 qui vote pour l'extrême droite, c'est quasiment aucun électeur de Georges Marchais de 1980, donc du candidat communiste. Par contre, vous aviez 25 à 30% de gens qui avaient voté pour Mitterrand au premier tour, de déçus du mitterrandisme, et qui votaient pour le Parti socialiste, qui avaient le cœur moins à gauche que les électeurs communistes en quelque sorte, et pour lesquels, contrairement à ce qu'on dit, les extrêmes ne se touchent pas en politique. C'est pas vrai. Les gens ils font en général des petits déplacements. C'est les électeurs de Hollande qui vont se mettre à voter Macron, les électeurs de Sarkozy qui vont se mettre à voter Le Pen, etc. Bon. Ça se touche des fois, mais... Voilà, ça se touche, mais voilà, sur la barricade, si on veut. Et alors, donc ça, c'était l'élément politique. C'est la responsabilité absolument majeure, pour ne pas dire centrale, du PS dans les 40 dernières années dans la progression des extrêmes. Je sais que c'est, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au PS, etc., mais c'est un truc qu'il faut, peut-être dur à avaler, mais je pense qu'il faut l'avaler. L'élément idéologique, c'est la reprise par une grande partie du monde médiatique et politique, de droite évidemment, mais aussi d'une partie de la gauche, de tout parti, du langage ou des propositions de l'extrême droite, donc la diffusion, la banalisation, la légitimation d'un sens commun en quelque sorte d'extrême droite, d'une idéologie d'extrême droite, sur toute une série de questions, en particulier en France, sur les questions dites sécuritaires, d'immigration, ou liées à l'islam. Et en réalité, c'est pas nouveau, hein. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, en disant l'extrême centre est en train de se déplacer sur les questions d'immigration vers l'extrême droite. Enfin, Chirac, 1991, le bruit et l'odeur des immigrés sur le palier qui emmerdent les travailleurs français. Mitterrand disant que le seuil de tolérance a été atteint en matière d'immigration, je crois que c'était à la fin des années 80, les discours de Michel Rocard, et c'était le président de la République et son Premier ministre. Donc, les deux grands personnages de la social-démocratie en France à la fin des années 80 tiennent des discours xénophobes en réalité.
Donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau, le fait que ce qu'on appelle effectivement l'extrême centre, qui est composé en gros de la droite traditionnelle, et du centre-gauche néolibéralisé, respectueux de l'ordre social, etc., eh bien, sur toute une série de thématiques, pas simplement économiques et sociales, se sont déplacés vers les thèmes et le langage de l'extrême droite. D'où, si vous voulez, Hollande Valls, la facilité avec laquelle ils ont été amenés à proposer la déchéance de nationalité, qui était une proposition uniquement avancée par l'extrême droite pendant des décennies. Alors, j'en viens à la question, et donc plus directement, à quelques points peut-être plus directement stratégiques en quelque sorte concernant le combat contre l'extrême droite. Je vais peut-être dire des choses évidentes, mais mon raisonnement c'est toujours de me dire ça va mieux en le disant, donc je vais le dire. Le premier élément, c'est qu'on ne combat pas l'extrême droite de manière, et ça va à l'appui de ce que du collectif, de l'idée de fonder un collectif contre l'extrême droite, mais on ne combat pas l'extrême droite de manière dispersée ou fragmentée. Face à une menace de type mortel, on doit chercher en permanence, même quand c'est difficile, et c'est souvent difficile, les voies de l'unité. Unité à la fois entre des organisations qui n'ont pas les mêmes orientations, qui peuvent avoir des orientations non seulement différentes, mais divergentes sur un certain nombre de points, pas de problème, mais unité aussi par-delà, je dirais, les frontières très marquées, notamment en France, entre le politique et le syndical, et y compris aussi avec l'associatif, etc. On a besoin, et je trouve que c'est voilà, la rencontre d'aujourd'hui, elle est géniale de ce point de vue-là, de retrouver à la fois des syndicats, des militants syndicalistes, et des militants politiques, et des militants associatifs ou militantes. C'est vraiment hyper encourageant, je trouve. Donc on a besoin de fronts larges, de tous ceux et toutes celles qui veulent combattre la montée de l'extrême droite, et les politiques qui créent un terrain favorable à cette montée. Et pour moi, bon, pour peut-être mettre les pieds dans le plat, c'est un point, mais encore on pourra en discuter après, mais c'est un point qui en quelque sorte décrédibilise de mon point de vue certaines organisations dans la NUPES qui ont refusé par principe de chercher l'union lors des élections européennes, parce que ces organisations voulaient se compter, peut-être modifier le rapport de force issu de la dernière séquence électorale de 2022, etc., en se disant qu'avec un électorat qui est l'électorat des élections européennes, qui est un électorat plus bourgeois, en gros, la FI qui est sortie plus ou moins gagnante, en gros, enfin pas plus ou moins, mais qui est sortie gagnante de la séquence électorale, en gros, sortirait plutôt perdante des élections européennes, et qu'on pourrait en gros renégocier, y compris le programme, le candidat ou la candidate unique peut-être en 2027, etc. De mon point de vue, il y avait une proposition sur la table qui valait ce qu'elle valait. Elle n'a été discutée par aucune organisation. La proposition qui était celle de l'AFI, qui était une liste commune avec une tête de liste Europe Écologie Les Verts, ça a été balayé, personne ne l'a discuté. Et quand même, je suis obligé de le dire, je trouve que c'est absolument irresponsable dans la situation qu'on a. On va se retrouver avec une extrême droite à 30, 35%, voire 40% quand on cumule les scores de Le Pen, Dupont-Aignan, Zemmour et quelques autres encore, avec des macronistes qui vont être bas et qu'on aurait pu battre avec une liste unitaire, parce qu'ils sont annoncés autour de 18% aujourd'hui. Ça n'aurait pas été négligeable en quelque sorte dans le climat politique et celui du pays d'avoir en gros une gauche à je sais pas, 25 ou 30% sur une base unifiée et sur un programme qui était en gros le programme de la NUPES au moment législatif de 2022. C'est ma position, hein, vous avez le droit de ne pas la partager, elle est discutable. Voilà. Le second élément, mais ça renvoie à la question de l'unité pour moi, à la fois dans les luttes et de l'unité nécessaire, en tout cas dans toute une série de circonstances, aussi dans les urnes. Le second élément stratégique, à mon avis, c'est le fait de voir cette unité comme un combat, et un combat permanent. À la fois parce que, on le voit, les réflexes sectaires d'appareils, de micro-appareils sont omniprésents et ne disparaissent jamais. Elle a tendance à privilégier la défense de son organisation plutôt que les intérêts de l'ensemble des gens qu'on prétend défendre, de mon point de vue, mais aussi et surtout parce que l'unité ne peut pas se faire sur n'importe quelle base. Il y a donc toujours, je pense, une bataille à mener sur le contenu politique des fronts qu'on construit, sur l'orientation politique de ces fronts. Ça ne veut pas dire de le faire de manière sectaire, mais en tout cas, il y a des choses à discuter, à débattre, etc. Et donc, le cadre de ce genre de discussion est un bon cadre pour, y compris, discuter des possibles divergences. De ce point de vue, j'ai parfaitement conscience, par exemple, des limites du programme de la NUPES, que j'ai évoqué, mais il faut reconnaître également que c'est un programme qui, s'il venait à être mis en œuvre, engagerait nécessairement une forme de confrontation avec les forces du capital, et sur le plan politique, une confrontation aussi bien avec l'extrême centre néolibéral et avec l'extrême droite fasciste, en particulier parce qu'on l'a vu au cours des 40 dernières années, le capital, on l'a vu notamment dans les 15 dernières années, hein, le capital n'est prêt à accepter aucune concession, substantielle. Aucune réforme importante allant dans un sens non libéral ou antilibéral, dans le sens, par exemple, de revenir sur 40 ans de démantèlement des services publics, de
détricotage du droit du travail, de la sécurité sociale, etc. En gros, le capital n'est prêt à accepter rien de tout ça. On l'a vu sur les retraites, on l'a vu sur la loi travail, on l'a vu malgré des mobilisations absolument énormes, avec un soutien très large de la population, marqué par je ne sais combien de sondages d'opinion disant que 80% de la population était contre la réforme des retraites ou contre la loi travail, etc. Les gouvernements passent en force. Okay, et les gouvernements sont de fait les fondés de pouvoir, plus que jamais, du capital. Personne ne peut prédire ce que donnerait une épreuve de force avec le capital dans le contexte qui est le nôtre, mais je crois qu'il faut le dire, c'est seulement au prix d'une épreuve de force de ce type, dans laquelle voilà, les classes populaires, les jeunes, les opprimés devraient mettre toute leur énergie, que pourrait s'engager une rupture avec le système, une rupture anticapitaliste. Le troisième élément stratégique, il me semble, c'est la nécessité de ne pas opposer les différents combats quand on aborde la question de l'extrême droite. Il y a dans les discussions sur comment on répond à l'extrême droite une manière, à mon avis, piégée de poser les débats qui consiste à opposer bien souvent le social d'un côté et ce qu'on appelle parfois le sociétal de l'autre, en gros les luttes qui porteraient en quelque sorte sur ce qui nous rassemble, les salaires, les conditions de travail, l'inflation, les prix, les retraites, etc. Et d'autres luttes qui seraient en quelque sorte secondaires ou moins importantes parce que sectorielles. Les luttes féministes, les luttes antiracistes, les luttes pour les chômeurs, pour les droits des chômeurs ou les travailleurs privés d'emploi plutôt. Et donc pour certains, il me semble que en quelque sorte seule une orientation fondée sur une focalisation sur la question, ce qu'on appelle la question sociale dans un sens à mon avis trop restrictif d'ailleurs, trop étroit, permettrait de s'adresser à une large majorité de la population et donc d'affronter l'extrême droite. Voilà. Je pense que c'est une fausse opposition. Ça a été plus ou moins dit par le camarade du PC, mais je m'en réjouis de certaine manière tout à l'heure. C'est une fausse opposition. De même d'ailleurs que c'est à mon avis faux de dire qu'en quelque sorte les luttes sociales ou la question sociale ça concernerait les classes populaires et que d'une certaine manière les luttes sectorielles, féministes, antiracistes ce sera en gros les classes moyennes. Les luttes antiracistes, ça concerne en grande partie une fraction des classes populaires. Et bien souvent la fraction la plus exploitée, la plus précarisée, etc. Ça a été dit je crois par le camarade de la CIMAD. Une partie importante des classes populaires sont l'objet de discrimination raciste sur le marché du travail, sur le marché immobilier, sont l'objet de discours permanents de stigmatisation dans les médias racistes, de la part d'idéologues racistes comme Zemmour et bien d'autres, ou comme Robert Ménard dans le coin. Et donc la gauche, en quelque sorte sociale et politique, syndicale, associative, politique, doit avoir un discours, doit avoir des propositions pour affronter le racisme, non pas pour prouver en quelque sorte notre supériorité morale ou je sais pas quoi, ou comme une espèce de supplément d'âme, mais parce que lutter contre le racisme, c'est à la fois lutter évidemment pour améliorer les conditions de vie de ceux qui sont les plus précaires, de ceux et celles qui sont les plus précaires au sein des classes populaires et parmi les travailleurs, mais aussi parce que c'est favoriser concrètement et réellement l'union de tous les exploités. Autrement dit, on ne peut pas mettre les divisions et les discriminations sous le tapis au prétexte qu'on voudrait s'adresser à tout le monde. Si on veut vraiment s'adresser à tout le monde, il faut se proposer d'articuler en quelque sorte des questions qui sont inévitablement sectorielles, qui ne concernent pas tout le monde, c'est vrai. Les violences sexistes et sexuelles, ça ne concerne pas 50% de la population, enfin ça les concerne d'une certaine manière évidemment, mais ça ne les concerne pas en tant que victimes. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. De la manière que je pourrais pu dire, le racisme évidemment, ça concerne tout le monde. Puisque nous vivons dans une société qui est marquée par des structures racistes, etc. Mais évidemment, ceux qui sont les premiers concernés, comme on dit souvent, eh bien, ce sont ceux qui subissent au quotidien des discriminations, des discours racistes, etc. Donc, l'enjeu, c'est plutôt l'articulation entre des luttes sectorielles et les luttes salariales, notamment, ou syndicales, etc., qui effectivement concernent l'ensemble des salariés, les retraites, les salaires, etc. Et au passage, d'ailleurs, je rappelle, y compris à ceux qui pourraient être pessimistes sur l'idée de cette articulation, que d'une certaine manière, la campagne de Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle a essayé, je ne suis pas un fan de Mélenchon, je ne suis pas à la FI, mais d'une certaine manière, ça a montré qu'on peut très bien obtenir une audience de masse, y compris dans les classes populaires. Hein, Mélenchon était le premier candidat parmi les 10% les plus pauvres, par exemple, on pense, contrairement à ce qu'on a pu dire sur le vote FN, etc. En articulant un discours de défense des intérêts de classe au sens large, sur les questions de salaire, et grosso modo, d'ailleurs, le programme de Mélenchon sur ce plan-là était le même que celui de Roussel ou le même que celui de Poutou, à peu près sur les revendications d'urgence, hein, les propositions d'urgence sociale, mais en articulant ça à un discours de défense qui était assez fort, je crois, dans sa campagne, des minorités, en particulier de la minorité musulmane, attaquée en permanence par les médias islamophobes, racistes ou des gens comme Zemmour. Quatrième point sur le débat un peu stratégique, c'est dans le même registre de ne pas opposer les combats, et c'est, voilà, il me semble qu'il
il est en quelque sorte stérile d'opposer les luttes, d'un côté les luttes sociales, y compris par exemple le combat antifasciste au niveau le plus local, celui qui consiste par exemple à empêcher l'extrême droite de se développer comme une force militante, etc., dans les universités, dans les quartiers, dans les villages, etc., d'opposer ça au combat électoral. Mais inversement, les luttes sociales, on l'a vu ces dernières décennies, les luttes sociales même très massives, ne parviennent pas à elles seules à faire reculer l'extrême droite. On l'a vu chez la retraite, c'est un exemple assez terrible d'ailleurs pour notre camp, d'une certaine manière, une très grosse mobilisation, très populaire dans l'opinion, et à la fin on s'aperçoit que grosso modo, ceux qui semblent en avoir le plus profité dans les sondages d'opinion, pour peu que ça vaille quelque chose, mais en tout cas c'est peut-être pas la gauche, et peut-être pas la gauche de transformation sociale, mais peut-être le RN, ce qui de notre point de vue n'a absolument aucun sens. Je veux dire, ils n'ont pas participé à la mobilisation, ils se sont même opposés aux grèves, notamment des éboueurs, et ils se retrouvent à tirer en quelque sorte les marrons d'un feu qu'ils n'ont pas attisé, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que notamment l'extrême droite, en réalité, ne construit pas son succès sur le terrain social, elle le construit presque exclusivement en France, notamment sur le terrain électoral, et que sa capacité en réalité à mobiliser dans la société civile est faible. Bon, ce qui est une de ses faiblesses d'une certaine manière. Hein. Mais à ce stade, ça ne l'empêche pas de se développer politiquement et électoralement. Alors de ce point de vue-là, il faut être vigilant, parce que Reconquête, l'organisation d'Éric Zemmour, cherche à faire beaucoup plus d'incursions que le RN sur le terrain des mobilisations. Alors de mobilisations qui ne sont pas les nôtres, évidemment, loin de là, puisque nous on se mobilise contre leur mobilisation, mais des mobilisations réactionnaires contre l'accueil des exilés, contre donc toute une série de mobilisations réactionnaires contre les droits des femmes, contre les droits des LGBTQI. En tout cas, ce dont nous avons besoin, il me semble, c'est de plus de liens, plus de coordination entre les acteurs des luttes sociales et les forces électorales de gauche, ou les forces politiques de gauche plutôt. Mais pour ça, je pense qu'il faut d'un côté réussir à davantage politiser les luttes sociales, notamment syndicales, et de l'autre, il faut que les organisations politiques de gauche réfléchissent davantage, qu'elles ne le font, je crois, y compris LFI notamment, à comment construire une force largement enracinée dans le corps social et qui ne soit pas juste une machinerie électorale pour gagner les élections. On a besoin d'une très large force, enfin la gauche, contrairement d'une certaine manière à l'extrême droite aujourd'hui, qui d'une certaine manière n'a pas trop de problème à ne pas avoir d'ancrage militant, ça arrive à faire des scores très importants. Nous, je pense qu'on ne s'en sortira pas, en quelque sorte, et on n'arrivera pas à changer la société si on ne dispose pas de forces, en quelque sorte, anticapitalistes de masse, pour faire, en tout cas de forces de rupture, mais qui est un ancrage de masse et un ancrage fort dans les classes populaires. Bon, ce qu'a pu être le Parti communiste à une certaine époque, par ailleurs, avec toutes les limites qu'on peut évoquer, etc. Et enfin, je voudrais aborder, pour terminer, ce qu'on appelle souvent la bataille culturelle, peut-être avec un avertissement d'abord qui est que cette bataille culturelle, c'est pas principalement un truc d'intello ou d'intellectuel public, c'est pas juste un truc qu'on mène à coups de bouquins. Bon, il y en a des biens sur la table, je vous en conseille, très bien, mais à coups de tribunes dans la presse, à coups d'articles, etc. Bon, et c'est pas non plus, je crois, du point de vue de la gauche, uniquement une bataille médiatique. Bon, que ce soit dans les médias capitalistes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans nos médias plus ou moins à nous, en quelque sorte. Blast a été évoqué, mais on pourrait évoquer le média, on pourrait évoquer toute une série de médias web ou l'humanité. Bon voilà, des médias qui sont des médias de notre camp, en quelque sorte. Hein. Donc la question de la bataille culturelle ne se réduit pas à ça. Notamment parce que la plupart des grands médias ne nous sont pas acquis, je crois que je ne vous apprends rien là-dessus. Ils sont pour l'essentiel un outil de la classe dominante pour imposer son idéologie. Donc la bataille culturelle, c'est une bataille d'idées. En tout cas, je reprends ici l'idée de Antonio Gramsci, qui était un dirigeant et un théoricien communiste italien, emprisonné par le fascisme, par la dictature mussolinienne. La bataille culturelle, c'est une bataille d'idées qui se joue d'abord, en quelque sorte, là où... qui se joue... C'est une bataille sociale et politique qui concerne l'ensemble, en quelque sorte, des militants et des militantes du mouvement social, dans son sens le plus large, et qui se joue d'abord là où nous devons, en quelque sorte, être implantés sur nos lieux de vie, sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études, etc. Et ce dont on a besoin, en quelque sorte, dans la bataille culturelle, c'est pas simplement d'avoir plus d'intellectuels dans les médias, comme... moi, j'ai souvent des gens qui me disent, mais pourquoi tu vas pas plus à la télé? Déjà parce qu'ils ne m'invitent pas souvent, parce qu'effectivement, on n'a pas le bras long dans les médias pour se faire inviter en quelque sorte. C'est évidemment, les invitations elles tombent quand ils ont besoin de vous en quelque sorte pour dire un truc. Et puis en général, on n'est pas le type, les intellectuels critiques ne sont pas les interlocuteurs ou interlocutrices privilégiés pour Apolline de Malherbe, etc. Bon, ils préfèrent
Alain Finkielkraut, voilà, je prends vraiment parmi les plus détestables, mais bon, Michel Onfray, Robert Ménard. Robert Ménard a joué ce rôle même avant d'être maire chez iTélé, l'ex-CNews. Hein, iTélé, il avait une chronique pendant très longtemps, hein, le matin puis le soir. Bon, mais bon, voilà, Christophe Barbier, etc. Bon, voilà, ils ont leurs interlocuteurs privilégiés, dont les intellectuels critiques ne font pas partie et ne feront jamais partie. Je veux dire, moi je trouve le plus frappant, c'est enfin, au moment des mobilisations sociales, vous voyez quelques syndicalistes qui sont un peu invités pour dire ouais, on invite quand même des gens qui sont contre la réforme des retraites, parce que sinon tout le monde est pour, sur les plateaux. Mais par exemple sur les questions du racisme, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez des plateaux entiers de gens qui n'ont pas de problème avec le racisme, voire font des déclarations racistes en permanence, et surtout qui détestent les antiracistes, et qui détestent les mouvements antiracistes. Mais voilà, les débats, c'est peut-être en gros entre ceux qui sont racistes et ceux qui détestent les antiracistes, quoi. Bon, voilà, ce qui limite un peu le pluralisme du débat. Hein. Bon. Et la seule, si vous voulez, que je vois, qui est un peu régulièrement invitée sur les plateaux pour parler de racisme d'un point de vue antiraciste, c'est Rokhaya Diallo, par exemple. Mais vraiment, sinon, des chroniqueurs ou des chroniqueuses ou des débatteurs de plateaux qui seraient vraiment... qui auraient compris et écrit des trucs sur le racisme, d'un point de vue antiraciste, ou qui auraient fait partie des mouvements antiracistes, il n'y en a juste pas en fait, c'est genre zéro. Là ils se mettent sur les questions féministes, ils se mettent à inviter, mais vraiment très rarement, des militants de féminisme, mais vraiment, là encore, c'est vraiment pas grand chose, quoi. On sent que ça leur coûte, quoi. Donc, la bataille culturelle, pour nous, en quelque sorte, je veux dire, pour l'extrême droite, la bataille culturelle, c'est en grande partie la bataille médiatique. C'est une bataille, en quelque sorte, d'ailleurs, industrielle pour eux. Bolloré, l'Empire Bolloré. Il mène une bataille qui est une bataille culturelle, mais qui, lui, peut passer, en quelque sorte, par des moyens industriels, précisément parce que l'extrême droite est du côté du manche, l'extrême droite est du côté du capital, ce qui ne sera jamais le cas de la gauche de transformation sociale. Donc, la gauche d'émancipation. Donc nous, en quelque sorte, la manière dont on doit concevoir la bataille culturelle, c'est quelque chose de tout à fait différent, en quelque sorte. On ne peut pas imaginer qu'on va employer les mêmes moyens. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas donc, le fait d'avoir plus d'intellectuels dans les médias, c'est le fait de développer, et c'est ce que disait Gramsci, c'est développer ce qu'il appelait des intellectuels organiques, ce n'est pas des intellectuels de parti. Ce qu'il disait par là, c'est qu'il nous faut en gros, il faut construire nos organisations et que n'importe quel membre de notre organisation soit un intellectuel, en quelque sorte. C'est-à-dire quelqu'un qui produit, qui articule, qui diffuse des idées en permanence autour de lui, sur ses lieux de travail. Et c'était même pour Gramsci la fonction principale, en quelque sorte, une des fonctions principales dans les organisations politiques, c'était de produire en masse ce type de militants intellectuels ou d'intellectuels militants. C'est ça qu'il appelait des intellectuels. Ce n'étaient pas des intellectuels universitaires qui vont parler au nom de tel ou tel parti. C'est pas ça, sa conception. Et je pense que ce truc-là, pour la gauche, il est inévitable. Enfin, parce qu'on n'aura jamais, en quelque sorte, des intellectuels qui vont tenir le haut du pavé dans les grandes industries culturelles de masse et les grands médias de masse. Bon. Alors, une fois dit ça, c'était mon avertissement sur la bataille culturelle. Quand on évoque la dimension culturelle de la bataille contre l'extrême droite, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Il y a, à mon avis, un qui est évident, mais je crois qu'on ne le fait pas assez, et je suis à peu près persuadé qu'on n'en fait pas assez de ce point de vue-là. C'est la nécessité de démasquer l'extrême droite. C'est un courant politique qui est particulièrement mystificateur et menteur et dissimulateur, parce que précisément son projet est en quelque sorte un peu indicible. Ils ne peuvent pas en quelque sorte livrer telle quelle leur vision du monde, leur projet. Ne serait-ce que parce que aussi il y a le précédent de 39-45, du génocide, etc. en fait. Bon. Donc ils ont appris, même à partir des années 70-80, à dissimuler leur projet derrière des phrases, derrière des expressions toutes faites. Alors ils la dissimulent plus ou moins, selon justement, est-ce que c'est les mouvances extra-parlementaires les plus radicales, les plus violentes ne dissimulent pas beaucoup, le RN dissimule beaucoup. Bon, voilà. Par exemple, les uns vont dire il faut faire remigrer, c'est en fait il faut déporter les immigrés, les autres disent il faut mettre au pas les immigrés. Mais mettre au pas, qui par ailleurs était un terme très utilisé par les nazis, je le dis en passant, mais je ne vais pas le dire en allemand parce que je ne suis pas germanophone, mais vous êtes obligé de me croire sur parole, c'était vraiment un mot-clé de la langue nazie, la mise au pas. Et en fait, dans mise au pas, un terme qu'ils emploient souvent pour parler des minorités qui nous tyrannisent, vous savez, les minorités racisées, les femmes, minorités en plus pas minoritaires numériquement, mais bon, donc ces minorités tyranniques, les LGBT, etc. Donc il va falloir les mettre au pas pour que la majorité, en quelque sorte, se fasse respecter, quoi. Donc voilà, c'est typiquement un euphémisme pour ne pas dire les choses de manière plus brutale et la manière dont on prétend qu'on va mettre au pas justement les minorités, qui implique forcément des moyens violents, des moyens antidémocratiques, où en gros on va priver des groupes entiers de droits, des droits démocratiques les plus élémentaires. Je pense par exemple, je sais pas, aux musulmans et musulmanes.
en gros, le programme de l'extrême droite, quand on regarde, d'ailleurs, c'est le même chez Zemmour et chez Le Pen, contrairement à ce que les journalistes ont pu raconter, c'est fermer en masse des mosquées. Mais enfin, vous imaginez le truc. Enfin, c'est une discrimination religieuse de masse. Enfin, c'est inacceptable. Enfin, on peut penser ce qu'on veut de la religion ou des religions, etc. Mais enfin, l'État va venir dans la tête des gens contrôler, faire le flic pour savoir si les gens ont des idées religieuses ou pas. Enfin, et du coup, les empêcher de pratiquer leur religion. Enfin, voilà, donc ça dit quelque chose de ce qu'ils imaginent, ce qu'ils mettent derrière cette idée de mise au pas, en quelque sorte. Donc voilà, il y a la nécessité de démasquer l'extrême droite, c'est un parti particulièrement mystificateur, et je crois, bon là j'ai pris quelques exemples autour de la mise au pas, mais l'exemple évident, c'est la manière dont ils se prétendent en permanence le parti des petits, le parti du peuple, le parti des classes populaires, ils en parlent beaucoup, et d'arriver à montrer que d'abord ils ne sont pas ce parti des petits, du peuple, etc., qui sont au contraire une menace mortelle pour les classes populaires, parce que précisément ils empêchent les classes populaires d'être unies pour leurs intérêts communs de classe, en quelque sorte, entre ceux et celles qui subissent le racisme et ceux qui ne le subissent pas, et que c'est en quelque sorte de ce point de vue-là un parti qui verrouille l'ordre politique, puisque précisément il nous condamne à une fausse opposition entre d'un côté les macronistes, des néolibéraux avec un vernis progressiste, mais vous avez vu que le vernis, voilà, c'est pas très progressif dans la pratique, la loi immigration, tous les discours sur l'islamo-gauchisme, le wokisme, etc. Donc Blanquer, vous avez vu que le progressisme macronien, ça va vraiment pas très loin. En réalité, c'est très réac. Hein. Mais bon, ils ont quand même un vernis progressiste, comme les démocrates américains d'ailleurs, hein, si vous voulez. Et les néolibéraux, donc ils nous condamnent à une fausse opposition entre des néolibéraux à vernis progressiste et des néolibéraux autoritaires, réactionnaires, racistes, que sont le RN. Parce qu'effectivement, donc ce qu'il faut réussir à montrer, c'est que en fait, c'est une fausse opposition entre deux partis capitalistes, l'un à vernis progressiste et l'autre réellement réactionnaire, parce que là encore, il faut le répéter, le RN a un programme, quand on regarde de près, pro-patronal de manière évidente, même si la brutalité du programme de Macron est telle en matière sociale, que beaucoup de gens peuvent se dire, ah, mais d'une certaine manière c'est un moindre mal.